J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Bonjour à toutes et à tous, ça reste entre nous sur Radio J, l'émission politique comme nulle part ailleurs. Les meilleurs spécialistes réunis pour expliquer les coulisses, décrypter les choix, les stratégies, les réussites et les petits malheurs de nos femmes et de nos hommes politiques, le tout sans la moindre langue de bois. C'est rare et c'est tous les mercredis, 21h, sur Radio J. Alors cette semaine, on va revenir sur l'entrée en campagne fracassante d'Emmanuel Macron contre le RN en vue des européennes. Il a été très chahuté au salon de l'agriculture samedi, mais il a également lancé la contre-offensive. Et puis, on évoquera la place prise par Paris dans le débat sur la guerre en Ukraine ces derniers jours avec la proposition fracassante du président Macron, encore lui, d'envoyer des troupes au sol. Et puis, on va se pencher sur les coupes budgétaires drastiques annoncées par le gouvernement, notamment dans les dépenses sociales qui font évidemment jaser, coulisses, analyse et décryptage tout de suite avec nos invités. Alors pour en parler, comme d'habitude, mais encore plus que d'habitude, autour de la table, l'élite des éditorialistes, les top guns du décryptage. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est la Dream Team, celle de mon cœur. Et tout d'abord, l'inévitable FX, François-Xavier Bourmeau, grand reporter à l'opinion. Bonsoir François-Xavier. Bonsoir David. L'indispensable Arlette Chabot, éditorialiste politique qu'on ne présente plus. Bonsoir Arlette. Bonsoir. Et last but not least, l'incontournable Gilles Bernstein, rédacteur en chef politique à France Télévisions, qui est en retard, qui a quelques minutes de retard à cause des embouteillages, ça circule très mal à Paris, mais qui nous rejoint très vite. Je vous rappelle la règle du jeu, mais vous commencez à la connaître maintenant, pas de off, pas de langue de bois. Vous pouvez vous livrer sans phare, vous lâcher, tout nous raconter. Bien entendu, tout ceci reste entre nous. Alors, il a été très chahuté, notre président, au Salon de l'Agriculture. Des images impressionnantes, un salon sous haute tension, un président hué, insulté, barricadé derrière des rangées de CRS. Mais un président qui a aussi contre-attaqué en pointant la responsabilité du RN dans ces incidents, mais également en pointant ses incohérences sur la politique agricole. Sujet du débat, on l'écoute tout de suite. Ce matin, il y avait de la colère, de l'impatience, des demandes. Et moi, j'ai été, comme à chaque fois, d'ailleurs, au contact et à disposition pour pas simplement échanger, mais écouter, expliquer ce qu'on avait déjà fait, lancer des nouvelles actions, donner des rendez-vous et agir. Puis après, il y a des gens qui n'avaient pas envie d'écouter, qui avaient juste envie, pour certains, de casser ou de siffler. Bon, ça, faut pas que ça empêche les autres de faire, parce que ça n'a jamais réglé un problème. Voilà. Monsieur le Président, vous avez dit, il y a des gens ici qui sont venus avec un projet politique, c'est de servir le RN. Oui. Vous parlez de qui? C'est qui ces gens? Vous les avez vus comme moi. Il y en a, bien sûr, il y en a dans ce syndicat, il y en a aussi dans d'autres, mais c'est le principal qui avait très clairement assumé cela et qui est connu pour cela, qui a des élus qui sont engagés sur des listes et qui très clairement d'ailleurs, malgré les discussions, malgré les échanges, dit en fait, on y va. Bon c'est tout, on a le droit de pas être dupe. Moi je suis pour l'échange honnête, républicain. Je suis pour répondre à des problématiques et je pense que nos agriculteurs, ils ont besoin qu'on travaille. Il y a des vrais sujets qui ne vont pas. Il y a des complexités. Ils ont raison de dire qu'il y a des choses qui marchent totalement sur la tête. C'est tout à fait légitime de dire qu'il faut mieux défendre le revenu. On l'a déjà fait avec Egalim 1, 2 et 3, mais on doit aller plus loin. C'est ce que j'ai proposé. C'est vrai qu'on doit avoir une Europe qui assume de produire et de protéger davantage. Mais je refuse d'avoir une politisation de ces débats et au fond, de profiter de la détresse ou de la colère pour essayer de revenir par la fenêtre et de porter un projet qui est un projet d'appauvrissement du pays. Alors c'est vrai qu'il a été particulièrement secoué, notre président, par les agriculteurs. Ces images du jamais vu dans un salon, est-ce qu'elles l'ont vraiment abîmé et est-ce que c'est pour ça qu'il contre-attaque tout de suite politiquement contre le RN, Arlette Chabot? Il n'a pas attaqué tout de suite le RN, il faut attendre quasiment le milieu de l'après-midi. Au fond, il arrive, on voit des gens qui manifestent, on ne sait pas très bien qui ils sont. Et puis après, il improvise, j'allais dire, séquence par séquence. C'est-à-dire, au fil de l'eau. Va-t-il entrer? On ne sait pas s'il va venir. Il entre par derrière, par évidemment l'avant. Ensuite, que se passe-t-il? Il y a le petit déjeuner avec la FNSEA et les autres syndicats. Et puis après, on se dit, va-t-il inaugurer le salon? Ne va-t-il pas inaugurer le salon? Surprise, il a improvisé lui-même, après avoir fait tomber la veste, comme on dit, retroussé ses manches, un débat, bras de chemise avec effectivement des agriculteurs. Après, on se dit, retour à l'interrogation, que va-t-il faire? Beaucoup disent, y compris parmi ses proches,
il ferait mieux de partir. Oui. Au fond, il a réussi sur des... L'hypothèse d'une exfiltration a été quand même évoquée pendant quelques heures. Alors déjà la veille, certains aussi, ses proches disaient il ne faut pas y aller, Oui. en tout cas pas le jour d'inauguration. Au milieu de la matinée, après ce succès du débat, parce que quand même, il réussit très bien ce genre, effectivement, de dialogue dur et d'exercice, paf, on dit il va partir. Ça y est, il a réussi. Non, il veut quand même couper le ruban. Donc après le couper le ruban, on dit il va partir. Avec 3 ou 4 heures de retard, je crois. Ah oui, oh là, plus de 3 heures. Le débat a duré 2h30. Donc ce qui doit arriver à 9h arrive autour de 13h30, 13h. midi. On est dans un truc... Et il improvise séquence par séquence. Puis d'un seul coup arrive effectivement le moment RN. Et là, ça se rajoute au reste. C'est-à-dire, voilà, avec attaque sur le programme, qui est une bêtise... absolue, dit-il, et puis l'opération qui aurait été montée par la coordination rurale avec des militants du RN, on ne sait pas très bien. Donc, c'est surtout un truc... Alors, si vous êtes comme moi sur une chaîne d'info, c'est en live, vous ne savez absolument pas ce qui peut se passer. Et les journalistes sur place ne savent pas non plus. Et les responsables du salon ont un peu disparu. Et là, il y a un président de la République, une contestation. Que va-t-il se passer? Suspense. Regardez la télé pour savoir en direct ce qui va arriver. Les joies du direct. François-Xavier, est-ce que vous êtes d'accord? C'est de l'improvisation totale, cette contre-attaque, et est-ce que c'est bien joué tactiquement? Oui, c'est de l'improvisation, ça se sent. Mais ça fait un moment qu'Emmanuel Macron a l'air d'être dans l'improvisation permanente. On le voit sur beaucoup de sujets. Encore récemment sur l'Ukraine, là, avec cette petite phrase, mais dont on parlera tout à l'heure. Bien sûr. Mais effectivement, là, sur la question du RN, vraisemblablement, il est dans l'impro. Qu'est-ce qui se passe au bout du compte, comme quand on compte les bouses à la fin de la foire, comme le dit Emmanuel Macron? Et comme le disait Giroud, le regretté entraîneur d'Auxerre. RN 1, Macron 0, parce que là, le mal est fait pour Emmanuel Macron. Il apparaît comme un président qui a été nassé, bloqué par des manifestants, et qui a, tant bien que mal, essayé de rattraper le coup en montrant vaille que vaille qu'il pouvait, malgré tout, inaugurer ce salon. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Effectivement, c'était sans doute la première manche de la campagne des élections européennes, mais qui lui a été imposée par la coordination rurale. Je dis qu'elle est proche du Rassemblement national. C'est vrai ça? Elle est vraiment proche du RN, cette coordination? Dès le lendemain, en fait, Jordan Bardella va déjeuner avec eux. Enfin, on voit qu'il y a une connexion, malgré ce que peuvent en dire les représentants de la coordination rurale. Il s'agissait pour le RN d'imposer au président de la République un match d'images. C'est-à-dire lui empêcher d'inaugurer le salon et en face Jordan Bardella déambulant dans les allées serrant les mains de tout le monde. Donc, tout sourire et toute décontraction. Donc en termes d'image, le Rassemblement national remporte la première manche. On y reviendra tout à l'heure sur l'Ukraine. Le match n'est pas terminé et il ne se jouera pas pour les européennes sur le seul sujet de l'agriculture, au contraire. Donc RN1, Macron 0. Vous êtes d'accord, Gilles Bernstein, que vous venez nous rejoindre avec un petit peu de retard, mais on vous excuse. RN1, Macron 0. Est-ce que ça va laisser des traces, ces images extrêmement violentes de contestation à l'égard du président? C'est jamais excellent de voir le président contester comme ça. Maintenant, il s'est remis d'un certain nombre de choses. On se souvient tous des images de lui au puits, n'arrivant pas à sortir de sa voiture, enfin prenant des œufs pendant la crise des Gilets jaunes. Au moment des Gilets jaunes, quelques années après, il a été réélu président de la République. Je crois qu'il y a eu des élections pas longtemps après où il avait... C'était les européennes, justement. Les européennes, absolument. Non, je suis pas certain que ces images-là vont laisser des traces. Ce qui est notable, c'est que il a de plus en plus de mal à se faire entendre, il a de plus de mal à se faire comprendre, et que son numéro qu'on a tous vu, je ne sais pas si vous en avez parlé avant, de cette espèce de grand débat improvisé qui avait bien marché pour le grand débat national, c'est vrai qu'il y a une certaine lassitude, et moi ce qui m'a frappé dans cette séquence, c'est à quel point la parole publique n'est plus crue. C'est-à-dire que quoi qu'il dise, et tout président de la République qu'il est, ben les gens... Sa parole tourne à vide, c'est ce que vous voulez dire. En tout cas, les gens ne le croient plus. C'est-à-dire que son numéro, il a été fait tellement de fois, il a tellement changé d'avis sur un certain nombre de choses, que ses interlocuteurs, au début, ils étaient assez admiratifs. Il y a quelques années, ils étaient encore assez admiratifs de la performance. Là, ils sont peut-être admiratifs de la performance, mais on ne le croit plus.
Est-ce que la bévue commise par l'Élysée, c'est-à-dire la fameuse invitation lancée à ce mouvement écolo radical, les soulèvements de la Terre, qui avait fait, je le rappelle, capoter le projet de grand débat initial avec tous les syndicats d'agriculteurs qu'avait imaginé Emmanuel Macron, puisque ce sont précisément ces syndicats qui ont annulé le débat à cause de cette invitation, est-ce que ça ne souligne pas quand même que soit le président, soit ses conseillers, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, puisque c'était un peu vasouilleux comme explication, on a ciblé les 2 conseillers agriculture du président, est-ce que ça ne montre pas quand même une énorme déconnexion, justement? Arlette Chabot. Je ne sais pas si c'est une déconnexion ou une espèce d'égo surdimensionné, on se dit que le président est capable de tout, je veux un débat sans limite comme d'habitude. Donc les 2 conseillers en question imaginent un truc incroyable, formidable casting pour une émission de télé, avec tous des soulèvements de la Terre, avec Michel-Édouard Leclerc, avec les ministres, le président de la République. Audience formidable, garantie. audience garantie, ça va être incroyable. Et puis à la fin, c'est quand même une catastrophe, avec là aussi quelque chose qui était très simple. Le président avait qu'à dire c'était une erreur. Point barre. Il arrive très très en colère, toujours à ce même salon de l'agriculture, en disant « Je suis très en colère ». Bon, il est très en colère. Et alors? Et le lendemain, dans le Figaro, il dit « L'Élysée, c'est moi ». Donc, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Je veux dire, soit, moi, je pensais, logiquement, si effectivement ces 2 conseillers ont agi sans l'avoir consulté et le mettant dans une difficulté politique énorme, parce que ça aussi, ça a donné la tonalité du salon, cette histoire de vraie-fausse invitation. Donc, les 2 conseillers, logiquement, ils partent au bout de 48 heures. Voire 24. Voire 24. Mais en tout ils sont cas, toujours là. Ils s'en vont. Ils sont toujours là. Le président dit, c'est moi le responsable. C'est comme d'habitude, c'est moi le responsable. Ça nous rappelle autre chose. Donc, tout ça crée une espèce de je ne sais pas dire, de confusion totale qui brouille absolument les messages. Moi, ce qui me frappe, c'est surtout que le président attire et concentre sur lui toujours les colères, quoi. Les colères, le doute. Quand on voit Gabriel Attal, voilà. Il arrive. Alors moi, je veux bien qu'il y ait un complot du RN pour gâcher sa visite samedi, mais l'arme anti-Bardella étant Gabriel Attal, là, ça se passe correctement. Et il dit lui-même qu'il a discuté normalement avec toutes les organisations syndicales, ce qui est vrai. Donc, ce qui est grave, je pense, pour tout le monde d'ailleurs, c'est pas uniquement pour Emmanuel Macron, c'est lui qui concentre tout, le rejet, la colère, l'exaspération. Et donc, c'est très, très dommageable. Encore une fois, pour l'image présidentielle, pour lui-même et pour nous tous, parce que ça va pas, quoi. François-Xavier, vous suivez de près l'exécutif. Est-ce que ce contraste saisissant entre les images de la visite du président et celle du Premier ministre, tout sourire, en toute décontraction, mangeant des rondelles de saucisson, buvant un coup très tranquillement, on connaît l'ego d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça ne va pas très vite commencer à lui chauffer les oreilles et à le vexer, disons-le franchement? Évidemment, c'est un scénario classique de la Ve République, l'opposition entre Matignon et l'Élysée. À un moment, sous le mandat d'un Premier ministre, ce scénario commence à s'écrire. Ça y est, le premier chapitre a été ouvert. Pas uniquement lié à la visite de Gabriel Attal sur le salon de l'agriculture, mais à sa gestion de la crise. Il y a quelque chose qui agace profondément Emmanuel Macron, c'est voir que ses décisions ne descendent pas sur le terrain. Et ça, le fameux dernier kilomètre, voilà, c'est ça, accompagner les décisions jusqu'au bout pour que les Français la ressentent. Tiens, lui, il prend des décisions et puis il se rend compte au bout d'un moment que finalement rien n'est arrivé dans les administrations. Là, sur la crise agricole, mais il en veut un peu à ses ministres parce qu'il pensait, lui, avoir tout géré en amont et il s'est rendu compte, en fait, quand cette crise a explosé, que non seulement il devait monter en première ligne, c'est-à-dire que son Premier ministre ne le protégeait pas, mais qu'ensuite le travail n'avait pas été fait. Donc il y a déjà les petites tensions qui commencent à surgir, elles se sont manifestées lundi, dans la réunion que Emmanuel Macron a organisée à l'Élysée avec le Premier ministre et les ministres concernés par l'agriculture, où il s'est carrément énervé en expliquant que si tout ça avait été mieux géré en amont, il n'aurait pas passé un aussi mauvais samedi. Qui il visait? Il visait Gabriel Attal ou Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture? Il visait tout le monde, en général. Voilà, quand Macron tape du poing sur la table. En gros, quand c'est pas moi qui m'en occupe, c'est le bazar. Voilà, mais c'est toujours ça. C'est toujours ça, Emmanuel Macron. Alors, t'as raison, 80% du salon, c'est l'invitation au soulèvement de la Terre. Donc, il peut toujours accuser la Terre entière, qui s'accuse lui-même ou qui verse les 2 conseillers responsables. Enfin, sur ce dossier agriculture, de toute façon, il y avait un objectif. Tout le monde était polarisé sur cette date du 24. Lui, parce qu'il voulait déambuler tranquille. Les syndicats classiques de l'agriculture, parce qu'ils savaient qu'ils avaient de quoi obtenir. Et alors, est-ce que le Rassemblement national et la coordination rurale, liés ou pas,
voulait agiter tout ça. C'est allé quand même assez vite. Le premier plan de Gabriel Attal, quand il est allé dans les Hautes-Garonne, en Haute-Garonne pour annoncer sur son ballot de paille, là, pour annoncer un certain nombre de mesures, franchement, en l'occurrence, le gouvernement est allé assez vite. Et d'ailleurs, la crise avait été dans un premier temps jugulée. La crise avait été dans un premier temps jugulée. Je trouve qu'il est quand même gonflé d'accuser la terre entière. Alors, vous le disiez, Arlette, complot, le président a souligné un complot du RN auprès de des syndicats agricoles. Jordan Bardella, qui lui est venu dimanche et lundi au salon dans une ambiance, on le disait, beaucoup plus décontractée, il a répliqué. Après cette mise en scène d'une visite très tranquille, il a renvoyé le président dans les cordes, on l'écoute. Pourquoi est-ce qu'un président de la République en exercice a besoin de 3 cordons de CRS de sécurité pour pouvoir accéder au salon de l'agriculture, dans lequel, en théorie, le président de la République peut se rendre tous les ans? Et pourquoi est-ce que le Premier ministre est obligé de débarquer en catimini à 20h quand le rideau a été tiré pour pouvoir entrer dans le salon de l'agriculture? C'est ça la question que nos dirigeants devraient se poser, et je pense que ça devrait les appeler à un peu plus d'humilité. Alors, posons la question qui fâche. Est-ce qu'un Bardella qui enchaîne les selfies, tout sourire, contre un Macron secoué et hué, et qui le renvoie dans ses 16 mètres, on le dirait, pour employer cette métaphore footballistique, est-ce que ça fait pas mauvais genre pour le président, Arlette Chabot? Le RN avait prévu, imaginé ce qui allait se passer, donc ils l'ont bien joué. Moi, ce qui m'a surtout frappé, parce que c'est sympa les selfies, très bien accueillis, Jordan Bardella. Alors c'est vrai qu'autrefois, pour les c'est toujours la même histoire. D'abord, remarquons qu'autrefois, un représentant du Rassemblement national, et j'ose pas dire Front National au Salon de l'Agriculture, ça se passait pas bien. Là, il arrive, et c'est le phénomène Bardella, selfie. Après, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'a pas grand-chose à dire, Jordan Bardella. Comme sur beaucoup de sujets. Voilà, on peut vraiment s'interroger. Donc, il y a une image qui est bonne. Il y a un président d'un parti qui est très bon quand il est préparé pour une émission et qui répond à des questions. Mais alors là, je trouve que dans le dialogue avec les agriculteurs, c'est faible. Et évidemment, sur les propositions, c'est encore plus faible. Et il y a même une divergence avec Marine Le Pen qu'on essaye d'escamoter 48 heures après. Donc, sur les prix planchers, pour que tout soit clair. Donc, je l'ai trouvé pas exceptionnel. Alors oui, il se balade, il sourit, il prend des selfies lui-même, il accepte, mais il se passe pas grand-chose. Mais sauf que ils ont gagné sur l'image, apaisement d'un côté et effectivement trouble de l'autre. Voilà, c'était le piège. Bonne image, mais pas grand-chose derrière. Est-ce que, très clairement, comme en 2019 aux européennes, comme aux présidentielles de 2017-2022, Macron ne cherche pas à réinstaller le choc frontal entre lui et le RN dans une situation où Jordan Bardella est quand même caracole en tête avec 10 voire 12 points d'avance sur la liste macroniste? C'est une bonne technique, François-Xavier? Alors c'est exactement ça, effectivement, c'est le match RN-Macron qui se réinstalle. Il faut se replacer en 2019 pour comparer. 2019, Emmanuel Macron sort de la crise des Gilets jaunes et on lui promet vraiment un cataclysme aux élections européennes. Il termine à touche-touche avec le RN avec un score totalement inattendu. Deuxième, ils font 23 et quelques, presque 24%. Alors que la tête de liste, Nathalie Loiseau, sans vouloir être désobligeant, n'était pas particulièrement flamboyante. Avait mené une mauvaise campagne, que Macron avait essuyé la crise des Gilets jaunes, mais il s'en était sorti avec le grand débat national qui l'avait remis un peu dessus. Là, qu'est-ce qu'on voit 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, on n'est plus du tout dans la même situation. La tentative de grand débat pour régler la crise agricole, ça a fait un énorme flop. Le Rassemblement national, là, effectivement, est quasiment 10 points devant dans les enquêtes d'opinion. La majorité présidentielle n'a toujours pas désigné sa tête de liste, et de toute façon, ça n'a aucune importance puisque ce sera Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Donc la situation a changé, d'autant plus qu'Emmanuel Macron sait pertinemment qu'il joue la fin de son quinquennat sur le résultat de cette élection. C'est-à-dire, s'il prend une claque, c'est fini. S'il survit, qu'il réussit à réduire un petit peu l'écart et à renouveler la performance de 2019, il retrouvera un petit peu d'air. Mais le risque pour lui, c'est vraiment que ça s'arrête en juin et que le capital politique, soit totalement dilapidé et qu'il n'ait plus du tout les mains libres et que la guerre de succession commence dans la seconde. Alors, il y a un chiffre qui circule dans les rangs du gouvernement et de la majorité, c'est la barre fatidique des 20%. C'est-à-dire que si la liste macroniste est au-dessus des 20%, on sauve les meubles, en dessous, on ne jure plus de rien. Alors que, là aujourd'hui, on parle de 20%, c'est une
totale contre-performance. Je rappelle, en 2019, ils faisaient à peu près 24 et on considérait qu'ils avaient fait le plein de leur socle électoral. Ils avaient rattrapé le RN sur la fin puisqu'ils étaient à moins de 1% en le faisant le plein. Gilles Bernstein. Alors effectivement, ce seuil circule moins que l'écart avec le Rassemblement national, donc je crois que tout le monde a entériné au gouvernement qu'il serait important. Effectivement, ils veulent être au-dessus de ce score de 20%. Parce que, disent-ils, c'est le score en dessous duquel, dans une élection nationale, la majorité n'est jamais descendue. Vous dites que c'est une contre-performance. Pour un gouvernement en place qui est là depuis 7 ans, de ne jamais descendre en dessous de 20%, je pense qu'il y a beaucoup de majorités, François Hollande même, qui auraient été contents. 20% quand on gère le pays depuis 7 ans, c'est pas... Ça fera 8 même. Ça fera 8, c'est pas si mal que ça. Ce qu'il dit, c'est qu'on n'est jamais... Donc présidentielle, législative ou européenne, quand on est jugé politiquement... On n'est jamais jugé en dessous. Et puis, implicitement, 20%, c'est le seuil de qualification au deuxième tour d'une élection présidentielle. Donc, symboliquement, c'est important. Symboliquement, il considère que c'est important de garder la tête au-dessus de cette ligne de flottaison qu'est les 20%, qui symboliserait le deuxième tour d'une élection présidentielle. Et c'est vrai que pour l'instant, dans les sondages, la liste est un petit peu en dessous. La tête de liste n'est pas désignée, mais enfin, tout le monde sait que ça sera Valérie Ayé, qui n'est pas non plus, on parlait de Nathalie Loiseau, Valérie Ayé, c'est pas une star interplanétaire. Alors, vous l'avez interrogé, Gilles, sur votre antenne, France Info TV, votre diagnostic. Mon diagnostic est celui dont on dit d'elle, c'est-à-dire que c'est manifestement une femme compétente qui connaît les dossiers, mais enfin, elle va manquer de métier et d'expérience, et face à Jordan Bardella en débat, ça va pas durer très longtemps, parce que vous disiez, François-Xavier, que les têtes de liste, c'était Gabriel Attal et Emmanuel Macron. Certes, enfin, Arlette et moi, on sait qu'il y a des débats sur les grandes chaînes de télévision, et que si Gabriel Attal dit « je veux venir », on verra comment ça se passe. Enfin, qu'a priori, le débat, c'est entre têtes de liste. Donc il y a un moment où, alors je sais que Jordan Bardella lui-même a dit pour les débats intermédiaires, moi les têtes de liste ça m'intéresse pas, je débat avec les responsables de la majorité, mais enfin un moment, il y aura quand même des débats entre les têtes de liste, et c'est vrai que là, ça peut être un petit peu compliqué pour la tête de liste de la majorité. Alors, vraiment sans vouloir minimiser l'impact des débats télévisés, on considère à Renaissance qu'il s'agit avant tout d'une campagne de mobilisation. Oui. Et qu'en réalité, les débats n'auront pas tant d'importance que ça pour essayer de ramener des nouveaux électeurs. C'est-à-dire que l'enjeu pour Renaissance, c'est de mobiliser la base, d'aller chercher les électeurs qui ont toujours voté Macron, et que ceux-là, ils n'iront pas forcément les chercher dans des débats, mais plutôt sur le terrain, et grâce à Macron et Attal. Mais je ne veux pas minimiser les débats, parce que moi, je ne veux pas minimiser l'importance de la campagne de terrain. Alors, les amis, il y a quand même une question. Pourquoi ça a tant tardé, cette désignation, qui n'est d'ailleurs pas encore faite? Certes, le président a choisi, il a dit qu'il voulait absolument une femme, il a choisi Valérie Ayé. Donc, pourquoi ça a tant tardé? Il faut dire Ayé. Il faut que tu t'habitues, David, c'est Ayé. Il paraît que le chef de l'État a proposé la tête de liste à beaucoup de gens, son chouchou Julien Denormandie, le ministre de l'économie Bruno Le Maire, on a même parlé de Richard Ferrand, l'ex-président de l'Assemblée, et Jean-Yves Le Drian, l'ex-ministre des Affaires étrangères, mais tout le monde a décliné. Personne n'avait envie d'aller au casse-pied, Arlette? Vous avez tout dit, oui. Je pense que personne n'avait envie, effectivement, de se ramasser une pelle. Alors, il y a ceux qui sont sortis, qui n'ont pas envie de revenir. Je parle de Jean-Yves Le Drian, mais aussi de Julien Denormandie, qui aurait été parfait, parce que si on parle beaucoup d'agriculture, évidemment, il est très bon, l'ancien ministre de l'Agriculture, qui aurait pu, d'ailleurs, revenir au gouvernement. On en a parlé aussi pour Matignon, mais je crois qu'il n'a pas envie de revenir, voilà. Les ministres qui ont, comme Bruno Le Maire, un autre destin en tête, évidemment, n'ont pas envie de prendre le risque non plus de cette compétition européenne. Puis au fond, je pense qu'Emmanuel Macron s'en fout. C'est-à-dire, ça n'a aucune importance. Quand même, François-Xavier le disait, ça va colorer les 3 dernières années. Il s'en fiche de la tête de liste. Il s'en fout de la tête de liste. Le problème, c'est lui. D'accord. Gabriel Attal, en numéro 2, mais il faut quand même que le Premier ministre soit performant. Et personne en dessous. Me, myself and I. Ça ne sert, enfin, je sais pas, quand on regarde même d'ailleurs la manière dont il traite Gabriel Attal, qui est un proche, il le traite pas mieux que les premiers ministres précédents. C'est vrai, vous avez raison. C'est-à-dire, en gros, mais c'est moi qui suis bon. Voilà, donc la tête de liste, en fait, n'a pas beaucoup d'importance. Elle sera sur les affiches, c'est tout. Le mot de la fin, François-Xavier, très rapidement. Oui, non, petite nuance. En fait, Emmanuel Macron, il avait une tête de liste idéale, c'était Gabriel Attal. Le problème, c'est qu'il était à l'éducation. Donc, pour le nommer tête de liste, il l'a mis à Matignon. Ça va beaucoup plus performant et efficace en termes de surface médiatique. Et de communication. Merci à tous les 3 pour ces explications. On se retrouve très vite pour évoquer les grandes manœuvres diplomatiques du président autour de l'Ukraine. À tout de suite. Ça reste entre nous. Radio J. Bonjour. Le 6-9,
Mylène Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Uniquement sur Radio J. Radio J. Éric Ciotti, bienvenue. Bonjour Jacques Attali. Bonjour. Bonjour Clément Beaune. Bonjour. François Durugy, bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Philippe Juvin, bonjour. Réveillez l'informé qui est en vous. Écoutez Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Ça reste entre nous. Ça reste entre nous, Radio J, François-Xavier Bourmeau, Arlette Chabot, Gilles Bornstein. Le président a surpris tout son monde et le moins qu'on puisse dire, sans mauvais jeu de mots, c'est que sa déclaration a fait l'effet d'une bombe. Ça s'est passé lundi à l'Elysée à l'occasion d'une conférence de presse improvisée en présence d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement européens réunis à Paris pour une conférence de soutien à l'Ukraine en guerre. Et Emmanuel Macron a expliqué à cette occasion que rien ne devait être exclu à propos de la possibilité d'envoyer des troupes au sol pour soutenir le régime de Kiev. On l'écoute. Tout a été évoqué ce soir de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Alors, cette déclaration, elle tranche évidemment avec la prudence affichée par le chef de l'État depuis 2 ans. On se rappelle d'ailleurs qu'il avait longtemps cherché à conserver un lien avec Vladimir Poutine après l'invasion russe lancée en février 2022 et qu'il ne voulait pas, je cite, humilier la Russie. Arlette Chabot, pourquoi un tel changement de pied aussi étonnant ? Ça s'est fait successivement. Il faut prendre toutes les déclarations. Depuis quelques semaines, on voit bien qu'Emmanuel Macron a changé de ton et de tonalité parce qu'il l'a constaté, il a raison, l'agressivité... et notamment de la Russie à l'égard de la France. Donc l'enjeu est très clair, c'est-à-dire Poutine et la Russie nous menacent, comme ils menacent aujourd'hui effectivement l'Ukraine. Donc, moi je crois qu'il faut séparer, il y a 2 choses, comme d'habitude, on revient presque à la conversation précédente. Il y a le fond qu'Emmanuel Macron ait évolué, c'est clair, qu'il mette en garde contre les conséquences d'une défaite de l'Ukraine. Donc maintenant, il parle de victoire de l'Ukraine. C'est un mot qu'il n'utilisait pas avant. De la Russie. Pardon ? Il met en garde contre une victoire de la Russie. De la Russie, pardon, j'ai dit quoi ? De l'Ukraine ? Non, de la Russie. Il met en garde contre une victoire, effectivement, de la Russie. C'est-à-dire que nos intérêts vitaux, en gros, seraient aussi menacés. Donc, qu'il y ait un réveil, qu'il constate, qu'il exprime, avec en plus la crainte de l'arrivée de Trump aux États-Unis, et là, qui lâcherait l'Europe en race campagne face à la Russie, tout ça est justifié, on comprend. Et puis le deuxième temps, c'est la manière dont ça se passe. Pareil, c'est une conférence de presse, c'est improvisé, c'est une question, et il utilise des mots qui, évidemment, créent de l'incertitude. Alors, je veux bien... Ce que vous voulez dire, c'est que c'est pas très bien, pas très préparé. L'ambiguïté stratégique. L'ambiguïté stratégique, pour des gens qui entendent, l'ambiguïté stratégique, elle peut être comprise sur un plan diplomatique, sur le plan de la défense et par nos partenaires, mais même pas en l'occurrence. Mais pour des citoyens qui sont tombés de l'armoire en se disant « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Donc, on ne comprend pas ce qu'il veut dire. Et s'il prépare à ce qui pourrait être effectivement une intervention, on va dire, plus forte, pour ne pas dire des troupes sur le terrain, parce qu'il n'y en aura pas, mais on prépare l'opinion, on parle aux Français. Là, c'est fait, mais un peu avant minuit. Et le lendemain, il s'inflige et il subit les réactions. Je ne parle même pas, on parlera de la politique intérieure, mais de toutes les capitales européennes qui disent non. Alors justement, les alliés occidentaux de l'Ukraine ont jusqu'ici été très soucieux d'éviter une telle escalade avec la Russie. Ils n'ont pas du tout été convaincus par la déclaration du président. Une vraie levée de bouclier. Le chancelier allemand Olaf Scholz, le premier ministre néerlandais sortant Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN ont dit que tous expliquaient que ce n'était pas l'ordre du jour. La Maison-Blanche explique elle aussi qu'elle n'enverra pas de troupes en Ukraine. Levée de bouclier, il a fait un flop, le président Gilles Bornstein. Vous avez tout dit, vous avez fait la question et la réponse. Merci, on passe à la suivante. Je serais plus modéré. D'une certaine manière, il a dit quoi ? Il a dit la France se prépare à tout. C'est logique que le président de la République, chef des armées,
envisage toutes les hypothèses, moi, c'est l'inverse qui m'inquiéterait, franchement. Alors, est-ce qu'il fallait qu'il le dise à 22h30 ou à 18h? Est-ce que ça devait être une conférence de presse ou autrement? Je suis d'accord. Est-ce qu'il fallait qu'il se coordonne un petit peu avec les alliés? Est-ce qu'il fallait qu'il se coordonne? Voilà. Sur le fond, que la France, que le chef des armées prépare le pays qu'il dirige à toutes les hypothèses, ça me paraît assez logique dans le contexte d'agressivité russe que Carlette a décrit et d'imminence, enfin, de possibilité forte de retour de Trump à la Maison-Blanche avec ce qu'on sait de son manque d'appétence pour la défense de l'Europe, ça me paraît logique. Moi, il y a vraiment quelque chose, enfin, il y a quelque chose qui me déprime totalement dans ce débat et autre chose qui me passionne. Ce qui me déprime, c'est ce que vous avez dit, les réactions internationales et surtout l'état du couple franco-allemand. Parce que franchement, on aurait dit deux gamins. On aurait dit. Mais quand vous dites les réactions internationales, d'abord, ça veut dire un peu timoré des positions. Oui, manifestement, l'esbrouf, la communication du président de la République, dont on dit, bon voilà, il est comme ça, nous on est habitués, ça fait 7 ans, c'est notre métier. Les autres chefs d'État, en particulier du Nord, ils sont pas habitués à ce qu'on dise des choses dans une réunion et qu'ensuite on sorte pour dire soit ce qui ne s'était pas dit, soit ce qu'on avait plus ou moins convenu de ne pas divulguer. J'en reviens au couple franco-allemand, qui est quand même le couple le plus important. Alors, le moteur, nous sommes... Enfin, maintenant, ça devient compliqué, parce que nous sommes une puissance dotée, désormais la seule à l'intérieur de l'Europe. Il y a la Grande-Bretagne qui est dotée de l'arme nucléaire à l'extérieur de l'Europe, mais il y a quand même notre partenaire allemand. On sent un état du couple franco-allemand là-dessus vraiment catastrophique. C'est-à-dire quand il dit, oui, on a toujours dit qu'on ne le ferait pas, mais enfin, il y en a qui disaient qu'on allait livrer des casques et des duvets. Il parlait de l'Allemagne, et aujourd'hui, il livre des armes. Ça montre vraiment une qualité de dialogue médiocre. Et le lendemain, dans toute la litanie des pays que vous avez cités, Scholz a été d'une dureté qui dénote très sévère à l'égard de Macron. Très sévère, et ça m'inquiète vraiment sur les relations du couple franco-allemand. Maintenant, ce que je trouve absolument passionnant dans ce débat, c'est celui d'intérêts stratégiques, d'intérêts vitaux. Tout le monde est à peu près d'accord, j'imagine, pour dire qu'on fait la guerre quand les intérêts vitaux du pays sont menacés. Reste que tout le monde n'a pas du tout la même définition des intérêts vitaux. Hier, à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen a dit les intérêts vitaux, c'est l'Hexagone. En gros, si le territoire n'est pas menacé, il n'y a pas d'intérêts vitaux. Manifestement, pour la majorité, à cause du manque de parapluie de l'OTAN à venir, à cause des valeurs, qui considèrent que les valeurs, ça fait aussi partie de nos intérêts vitaux, eh bien, quand on touche la Lituanie ou la Pologne, eh bien, ça peut être aussi les intérêts vitaux de la France. Ça, je trouve que c'est un débat absolument passionnant, et qu'on ne résoudra pas autour de cette table. Alors, hélas non. Et justement, à propos de Marine Le Pen, on va écouter la rude passe d'armes qu'il a opposée hier à l'Assemblée nationale à Gabriel Attal, justement au sujet du périmètre stratégique et des intérêts vitaux. On l'écoute. En affirmant que l'envoi de troupes au sol n'était pas exclu, Emmanuel Macron a franchi une étape supplémentaire vers la co-belligérance, faisant planer un risque existentiel sur 70 millions de Français, et plus particulièrement sur nos forces armées déjà déployées à l'est de l'Europe. Les réactions internationales qui se multiplient démontrent que cette inquiétude se diffuse en Europe et dans le monde entier. On a failli y croire quand on a commencé à vous entendre donner l'impression que vous dénonciez l'agression russe contre l'Ukraine, alors même que vos députés européens ont systématiquement voté contre toutes les sanctions qui étaient proposées contre la Russie, contre les oligarques. On avait failli y croire quand on vous a entendu, avec le plus grand des cynismes, rendre hommage à la mémoire d'Alexeï Navalny, alors que vos députés ont refusé de voter les textes qui étaient proposés au Parlement européen en soutien à cet opposant russe mort dans les geôles de la Russie. Madame la présidente Le Pen, vous refusez visiblement de voir que ce n'est pas seulement une guerre contre l'Ukraine qu'a engagé Vladimir Poutine. C'est aussi une guerre contre des valeurs qu'il exècre, les valeurs de la démocratie, les valeurs de la liberté. Quand on regarde les positions qui sont les vôtres, qui ont été les vôtres, Madame Le Pen, vous défendiez une alliance militaire avec la Russie. Pas il y a 10 ans, pas il y a 5 ans, il y a seulement 2 ans, c'était dans votre programme pour l'élection présidentielle. Si vous aviez été élu en 2022, Madame Le Pen, on ne serait pas en train de fournir des armes aux Ukrainiens pour se défendre, on serait en train de fournir des armes à la Russie pour écraser les Ukrainiens. C'est ça la réalité, c'était dans votre programme.
Et le Premier ministre s'est demandé ensuite si, je cite, « les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays », en visant bien sûr le Rassemblement national. C'est du brutal, François-Xavier. C'est du brutal et je peux vous dire que c'était extrêmement scruté par l'Élysée. J'étais au téléphone avec un conseiller du président au moment où Gabriel Attal a pris la parole et me dit « écoute, je raccroche, je te rappelle, j'écoute le Premier ministre ». C'est extrêmement important parce qu'on touche là, avec cette passe d'armes à l'Assemblée nationale, à l'autre volet de la déclaration dont on parlait d'Emmanuel Macron, là, qui a fait tant polémique. Cette déclaration d'Emmanuel Macron, elle intervient à un moment où l'Europe entière, menacée par la Russie se raidit, et où l'Europe entière s'apprête à aller aux urnes. Qu'est-ce qu'attend Vladimir Poutine? C'est de voir ces pressions qu'il exerce depuis l'extérieur se traduire dans les urnes via une poussée nationaliste. On sait que l'Europe est soumise depuis des années déjà à une poussée nationaliste qui va en grossissant et en grossissant. Le risque, c'est qu'elle se confirme là aux prochaines élections européennes. Et c'est ce qui semble se profiler dans tous les sondages, dans quasiment tous les pays de l'Union, puisque les partis nationalistes et populistes devraient arriver en première ou en deuxième position dans une vingtaine de pays. Dont la France, avec cet écart qui est annoncé dans les sondages entre le Rassemblement national et la majorité. D'où la décision et le choix d'Emmanuel Macron d'organiser un débat à l'Assemblée nationale sur le soutien à l'Ukraine pour débusquer le RN. C'est-à-dire, une fois que le débat sera passé, l'enjeu du débat, c'est simple, c'est pas de dire il n'y aura pas de vote, c'est pas de se dire... L'enjeu du débat, c'est de dire qui est avec Poutine, qui est contre Poutine. Et on verra apparaître d'un côté le Rassemblement national, voire la France insoumise, et de l'autre, les démocrates qui seront avec Macron. C'est-à-dire ramener le débat de l'élection européenne à quelque chose d'extrêmement simple, c'est pour ou contre la guerre. Voilà. Vous êtes d'accord, Arlette? Est-ce que le fait que le président demande d'organiser un débat au Parlement à propos de l'accord de sécurité bilatéral signé avec l'Ukraine, accord de sécurité donc, est-ce que c'est une façon de coincer le RN et est-ce qu'une fois encore, sous la guerre en Ukraine, c'est le combat contre Marine Le Pen? Ah bah ça, c'est sûr que c'est le combat contre Marine Le Pen. Alors, je ne vais pas jusqu'à dire, comme certains, que le président a eu cette formulation un peu étrange lundi soir à une heure tardive parce qu'il n'avait qu'en tête que l'envie d'oublier, de faire oublier la séquence agricole. Ça, c'est n'importe quoi. Mais en revanche, oui, bien sûr, il espère les coincer parce que je pense qu'il a raison à juste titre. La Russie, l'Ukraine, ça doit être au cœur du débat des élections européennes. Et en plus, il faut quand même regarder, parce que si on compare avec l'Italie, la position n'est pas du tout la même, parce que Giorgia Meloni, elle, est à fond derrière l'Ukraine. Donc tout ça est quand même assez compliqué. Donc débusquer ceux qui auraient encore effectivement des sympathies pour la Russie, il y a Jean-Luc Mélenchon, qui dénonce aussi la position d'Emmanuel Macron. Donc oui, à l'évidence, c'est clair. Moi, je trouve ça très bien qu'il y ait un débat. Alors, je ne sais pas si ça rentre dans une stratégie, ça rentre dans sa stratégie, mais c'est très bien qu'il y ait quand même un débat sur ces sujets à l'Assemblée. On en a très peu, c'est quand même essentiel. Et là, on verra ceux qui approuvent ou non. S'il y a un vote, on verra s'il y a un vote sur l'accord qui engage effectivement la France pour 10 ans dans un accord de partenariat avec l'Ukraine, accord stratégique. Donc, on verra s'il y a un vote ou pas. Alors, justement, le débat, ça arrive qu'il y ait des débats sur des questions diplomatiques ou militaires. C'est très rare qu'il y ait un vote. Est-ce qu'il ne prend pas un risque, le président Gilles Bornstein, sachant qu'il y a quand même à la fois le RN, mais aussi les Insoumis qui ont tonné contre cette prise de position du président. Je cite Jean-Luc Mélenchon qui critique une escalade verbale, je cite, d'un président jugé irresponsable. Il estime que la guerre contre la Russie serait une folie. Oui, il prend un risque, mais d'abord, comme il le dit souvent, je prends mon risque. Là, pour le coup, parce que le vote ne sera pas sur la déclaration. Le vote sera sur l'accord dont parlait Arlette, qui est un accord stratégique entre la France et l'Ukraine. À quelques mois des élections, pour le coup, c'est ceux qui empêcheraient la ratification de cet accord qui prendraient un risque énorme. Parce que, pour le coup, ils apparaîtraient vraiment au grand jour. C'est ce que veut débusquer Emmanuel Macron. Ils apparaîtraient au grand jour pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire à la solde de Vladimir Poutine. Je ne dirais pas à la solde, parce qu'on doit être prudent. Assez indulgent à l'égard de Vladimir Poutine, on va dire. Très indulgent. Arlette, je comprends pourquoi Arlette a été ma patronne. C'est parce qu'elle utilise les bons termes, indulgent à l'égard de Vladimir Poutine. Et je ferai même une hiérarchie. Je trouve que le Rassemblement national est encore plus indulgent à l'égard de Vladimir Poutine que la France insoumise. C'est un autre combat anti-impérialiste, etc. Je trouve que dans l'indulgence, il y a aussi des degrés.
Il y a aussi des, je dirais, indulgents pour les uns, très indulgents pour les autres. Essayer de coincer le RN, c'est un bon coup tactique, François-Xavier ? On va renouer avec ce qu'on disait au début de l'émission, où c'est à la fin de la foire qu'on compte les boules. Là, dans ce coup d'organiser un débat au Parlement, le point est pour Macron. Donc RN 1 avec le salon de l'agriculture, Emmanuel Macron 1 avec la déclaration sur l'Ukraine. Match nul pour l'instant. Pour l'instant, match nul, il reste une partie à l'émission. Absolument, voilà. C'est la troisième partie. On va passer à cette troisième partie, mais avant, je voulais juste avoir votre avis sur le fait que, on a vu dans nos deux débats, finalement, on a l'impression que c'est ce match Macron-RN qui domine absolument toute notre vie politique depuis 2 mois. Mais les deux font tout pour. C'est-à-dire que chacun se reconnaît. Il y a déjà un truc perso, c'est-à-dire que Gabriel Attal et Jordan Bardella se reconnaissent vraiment comme les deux qui comptent dans la vie politique française. Moi, quand j'ai essayé de monter des débats, plusieurs fois, ils me l'ont dit. Les uns et les autres me disaient « monte-moi un débat ». Gabriel Attal disait « je veux débattre avec Jordan Bardella ». Et l'inverse. Donc, il y a ça. Et puis, ça va se faire, donc, vraisemblablement, dans cette campagne. J'imagine qu'à un moment ou un autre... Des infos, Gilles, à France Télé ? Non, je ne sais pas. Mais Gabriel Attal, maintenant qu'il est Premier ministre et chef de la majorité, estime qu'il doit débattre avec la chef de l'opposition, qui est Marine Le Pen. Après, il y a des concours d'ego. On verra si ça se fait ou si ça se fait pas. Mais chacun a envie de ce duel-là. Vous l'avez dit, le gouvernement, parce qu'il veut rétablir ce clivage nationaliste contre progressiste dont il estime que ça lui avait servi. Marine Le Pen, pour les mêmes raisons, parce qu'elle estime que la vraie opposition, c'est ça. Tout le monde fait comme si le reste n'existait pas. Et c'est ce que disait François-Xavier. Si vous êtes pour Poutine, vous votez pour le rassemblement. Enfin, ce que le gouvernement essaye de dire, voilà, ceux qui sont pour Poutine voteront pour le Rassemblement national, les autres voteront pour nous, et puis pareil pour l'Europe. En gros, si vous êtes progressiste et que si vous êtes pour l'Europe, vous votez pour la majorité, les autres votes ne servent strictement à rien, ça sert strictement à rien de voter PS ou LR, de toute façon, ils n'existent pas. Et le Rassemblement national dira pareil, si vous êtes eurosceptique, contre l'Europe, votez pour nous, les autres ne servent à rien. Donc les deux protagonistes ont intérêt à évincer les autres. Vous êtes d'accord, Arlette Chabot, le match Macron-Le Pen et accessoirement match Attal-Bardella écrase toute notre vie politique ? Ça, on le constate à chaque fois. On peut même le déplorer, ce qui est un peu mon cas, parce que je trouve quand même le choix est quand même très limité. Mais honnêtement, quand vous regardez, c'est surtout... là, il faut lancer vraiment un avis de recherche parce qu'il y a une disparition absolue des LR. Les LR, c'est quand même au salon de l'agriculture, c'est pitoyable, quoi. Voilà, ils n'ont pas passé le mur du son. Voilà, et pourtant, la co-tête de liste est une agricultrice. Oui, une agricultrice, mais voilà, bon, les agriculteurs, les LR n'existent pas. Donc l'héritage Chirac n'existe plus, il a été dilapidé depuis longtemps. Incroyable. Et effectivement, ça nous ramène à l'Europe, c'est exactement la même chose. Et si François-Xavier Bellamy ne passe pas les 5%, ce qui n'est pas totalement à exclure et qu'il n'y a pas d'élus, de députés européens, là c'est l'effacement. Et Laurent Wauquiez peut toujours espérer être candidat à l'élection présidentielle, c'est fini. Donc la droite est vraiment en voie de disparition. Donc c'est quand même assez inquiétant. Et à gauche, le seul espoir, il peut être un peu, si Raphaël Glucksmann, on le dit à chaque fois, peut récupérer un peu de voix de macronistes qui ressemblait un peu, qui ressemblait regagner un peu de cote dans les sondages ces dernières semaines. Et puis lui est très pro Europe évidemment, et très favorable, très anti-Poutine, très favorable à une aide la plus large possible, effectivement, à l'Ukraine. Mais en tout cas, à droite, le paysage est en train vraiment de se nettoyer, si j'ose dire, et disparition des LR. Vous êtes d'accord ? LR, espèce en voie de disparition, espèce menacée. Oui, et d'ailleurs, je reviens sur votre question, David. Vous demandiez si le match Macron-Le Pen écrasait toute notre vie politique. Mais c'est pas ça, en réalité. C'est pas que le match Macron-Le Pen écrase la vie politique, c'est qu'il est devenu la vie politique. L'opposition Macron-Le Pen, elle est structurée, pensée, voulue par les deux depuis 2017. Elle s'est vérifiée à 3 reprises. Aux élections européennes de 2019, ils se retrouvent en tête tous les deux au 2e tour. Élection présidentielle de 2022. Voilà, 2e tour, l'un en face de l'autre, une 2e fois. Et là, on va voir aux élections européennes, tout est fait pour restructurer autour de ça. Et après Macron-Le Pen, si Macron et Le Pen gagnent leur pari, c'est-à-dire qu'ils aient réussi à installer ce nouveau clivage, vous aurez Attal, Bardella. C'est ça, la vie politique aujourd'hui. Les LR, le PS, tout ça, ça n'existe plus. Il se prépare un destin de parti communiste. Le problème est qu'en 2027, comme chacun sait, Macron ne se représentera pas. Voilà. Et qui restera-t-il ? On va en parler dans la partie suivante. Merci pour ces explications. On se retrouve très vite pour évoquer le dossier brûlant des finances publiques et les coupes dans les budgets sociaux qui suscitent une levée de bouclier. À tout de suite.
Ça reste entre nous. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravi de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Uniquement sur Radio J. Radio J. Docteur Jean-Michel Cohen, bonjour. Bonjour Serge. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Gilles William Gonadel, bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est Sophie Cluzel. Réveillez l'informé qui est en vous. Écoutez Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Ça reste entre nous, François-Xavier Bourmeau, Arlette Chabot, Gilles Bernstein. On en avait parlé ici même la semaine passée, l'annonce par le ministre de l'économie Bruno Le Maire de nécessité de trouver 10 milliards d'euros tout de même, après que Bercy a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2024, de 1,4 à 1% du PIB. Les pistes se précisent, le ministre Le Maire a dévoilé ses mesures pour essayer d'arriver à cet objectif de 4,4% de déficit seulement à la fin de l'année. Et parmi les pistes, il y a notamment le fait de taper très fort dans les dépenses sociales, un durcissement des règles de l'assurance chômage, réduction de la durée d'indemnisation, dégressivité accrue des allocations, rien n'est arbitré, mais Gilles Matignon veut aller très vite. Oui. Et quelle est la question ? Pourquoi ce choix quand même de s'en prendre aux dépenses sociales en priorité ? Il n'y a pas que aux dépenses sociales, il y a aussi des opérateurs de l'État. On sent qu'il y a une urgence parce qu'il y a cette éternelle question de la note de la France et qu'on ne veut pas de renchérissement des taux d'intérêt et que Bruno Le Maire veut à tout prix montrer qu'il fait quelque chose pour assainir les finances de la France. Le plus dur est devant nous, comme il l'avait dit. Et faute de faire des choix, ils font du rabot. Je trouve que j'analyse plutôt les choix qui ont été faits comme des non-choix. On prend un peu ici, on prend un peu là, plutôt que de faire ce que tout le monde réclame aller aux différentes majorités depuis longtemps, c'est-à-dire avoir une stratégie budgétaire, de faire des choix. Alors, c'est facile à dire quand on est là autour du plateau, c'est beaucoup moins facile quand vous êtes à la tête de l'exécutif. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas tenté de se faire élire à l'Élysée. Hein. C'est vrai. Vous auriez peut-être réussi. Mais, merci Gilles, vous me flattez. Voilà, donc il y a cette espèce de non-prise en cause. Prendre 10 milliards ici et là, en fait, c'est ne pas faire de choix sur la réduction des dépenses publiques. Parce qu'il y a essentiellement de la non-reconduction de dépenses exceptionnelles. Par définition, elles étaient exceptionnelles, elles ne sont pas reconduites. Mais ça laisse le problème entier. Et puis voilà, un petit coup de rabot ici, un petit coup de rabot là, avec, vous avez raison, une majorité, peut-être une focalisation sur les dépenses sociales. On comprend, de toute façon, Gabriel Attal, on a bien compris. Gabriel Attal, il veut être le candidat de la droite modérée. En tout cas, là, il va réussir, puisque tous les syndicats sont scandalisés. Voilà. C'est inacceptable, même pour la CFDT, qui accuse le gouvernement de vouloir fragiliser celles et ceux qui sont en difficulté. Je cite, ça serait la 4e réforme du régime depuis 2017. Arlette Chabot, une fois de plus, c'est les chômeurs qui trinquent ? Oui, en tout cas, ce qui est toujours étonnant, c'est qu'on fait une nouvelle réforme avant d'avoir évalué les bénéfices et les précédentes et l'efficacité de la précédente. C'est vrai qu'il y a une espèce de spirale. Moi, j'ai l'impression de revenir, je sais pas quoi, 10 ans, 12 ans en arrière, non il faut effectivement trouver de l'argent, donc coup de rabot un petit peu partout, mais justement, les dépenses sociales ne seront pas touchées, avait dit effectivement, c'est pas les Français qui vont payer, c'est l'État. Il y a quelque chose que j'ai toujours pas bien compris. L'État, c'est qui ? Bref, on réduit tout ça et on revient aussi au débat précédent. Les Français se disent on trouve 3 milliards pour l'Ukraine qu'on met sur la table, à juste titre selon moi, mais c'est pas le sujet. 3 milliards et après on nous dit qu'il faut en économiser 10 parce qu'on est au bord de la faillite. Donc on revient à ça, à François Fillon qui avait inauguré sa présence à Matignon en disant « Je suis à la tête d'un État en faillite ». Enfin, en quasi-faillite, en quasi-faillite. Bon, on voit la même chose, des agences de notation et c'est reparti. Et il n'y a pas de stratégie, effectivement, de réduction des dépenses publiques. Et on met 400 millions pour les agriculteurs. Et tout ça, c'est espèce ça aussi, c'est de l'improvisation. Et il y a encore une fois, il n'y a pas de stratégie. Il y a un Bruno Le Maire qui essaye à chaque fois de nous expliquer que ça sera indolore. Mais il y a un moment où ça ne peut plus être indolore. D'autant plus que vous le rappeliez, il y a quand même un vif débat, une vive préoccupation dans l'opinion sur le pouvoir d'achat. Et cette affaire, elle fait d'autant plus mauvais genre que le CAC 40 a franchi jeudi dernier, pour la première fois de son histoire, la barre
Les 7900 points, est-ce que Macron, François-Xavier, c'est le président des très riches, comme l'avait taclé son prédécesseur François Hollande? Oui, non, alors, non, sortons tout de suite de ce débat-là, je répondrai après. Non, première chose, il y a urgence. Parce que, effectivement, les agences de notation vont revenir avec leurs notes. Si la note en avril prochain. Voilà, si la note est dégradée, renchérissement du coût de la dette, et puis c'est la spirale, on n'arrive plus à rembourser. Enfin, c'est un enfer total. Donc, il y a urgence, il faut... comme à chaque fois que les agences de notation s'apprêtent, il faut leur donner des gages, voilà, pour que la note soit pas dégradée, qu'on garde quand même quelques marges de manœuvre. Donc il y a urgence. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va piocher de l'argent? Est-ce qu'on va faire un correctif budgétaire, par exemple, pour aller chercher des économies à droite à gauche? 49.3. Ouais, voilà. Risque de 49.3. Oui, pour les auditeurs, expliquons qu'un collectif budgétaire, c'est un projet de loi de finances rectificatif qui implique un vote. Et comme il n'y a pas de majorité relative, on va sans doute avoir un 49.3. Et de motion de censure qui, là, pour le coup, sur des mesures d'économie, ça peut tenter les Républicains de le voter avec le RN et LFI. Donc il y a un risque politique à passer par un collectif budgétaire. Si on ne fait pas de collectif budgétaire, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on tape dans les dépenses sociales, parce que là, c'est facile. Enfin, c'est facile. Ça fait hurler les syndicats, mais ça ne passe pas par l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de risque de motion de censure. Des manifestations de chômeurs, c'est quand même plus compliqué que des manifestations de retraités. Donc, le risque est moindre. Avantage politique, ça permet de parler aussi à la droite. Parce que taper dans les dépenses sociales, ça parle à la droite. On en revient au point de Gilles sur Gabriel Attal, Premier ministre de la droite modérée. Et puis, avantage politique collatéral aussi, ça permet de coincer le Rassemblement national, parce que l'électorat de Marine Le Pen, c'est qui? Le Nord, le Sud. Dans le Nord, vous avez un électorat de chômeurs, et dans le Sud, vous avez un électorat de petits artisans, chefs d'entreprise. Si Marine Le Pen doit se prononcer sur le coup de rabot sur les aides sociales, qui elle va privilégier? Les chômeurs du Nord qui votent pour elle, ou les petits artisans du Sud qui votent pour elle? J'ai une idée. Là, il y a... voilà, donc il y a façon de coincer le RN aussi en recourant à cette ficelle des aides sociales. On en pas répondu à la question. Voilà. Non, je répondais à la question, mais je fais le score par rapport aux deux là, 2-1 pour Macron. 2-1 pour Macron. Dans le match qui l'oppose. Et donc la question sur Macron, président des riches. Très riches, des très riches, comme avait dit Hollande. Des très riches. Il n'est toujours pas question d'augmenter les impôts. Ça, c'est vraiment la ligne de conduite depuis 2017. La seule ligne rouge qui l'Europe et ça qui ne bouge jamais. Et lutte contre le chômage aussi. Qui a plus ou moins accentué. Mais s'il touche aux impôts, s'il augmente les impôts, ça dévisse dans la seconde. Donc, président des riches, non, mais toucher aux impôts, non. Alors, ces pistes d'économie, elles suscitent quand même des remous dans la majorité. Hein. Économie sur, on le disait, le chômage, l'assurance chômage, la politique du handicap, la dépendance, la participation des salariés au financement de la formation, qui a fait hurler beaucoup d'organismes, les coupes dans le budget de l'éducation et de la transition écologique, qui étaient quand même, il faut le rappeler, les priorités d'Emmanuel Macron, candidat à sa réélection. La prime Rénov', en 2022, la prime Rénov', ça grogne dans les rangs. Ça peut monter cette colère. Est-ce qu'on peut avoir des frondeurs dans les rangs macronistes sur cette affaire, Gilles Bornstein? Ce sont des gens qui sont nés à la politique contre les frondeurs, y compris ceux qui venaient du Parti socialiste, c'est-à-dire l'idée qu'il y ait des frondeurs, qu'il y ait des chapelles à l'intérieur de la majorité, est quelque chose qui vraiment ne fait pas partie de leur ADN. C'est même leur ADN et l'inverse. Une fois que j'ai dit ça, c'est vrai qu'on a tous vu qu'il y a un retour d'un certain nombre de personnalités venues de la gauche de la majorité à l'Assemblée nationale, dont une ancienne Premier ministre, Elisabeth Borne, plusieurs anciens ministres, Olivier Véran, Olivier Dussopt, Clément Beaune, qui forcément vont être parmi ceux qui vont vouloir essayer de modérer les mesures dont vous venez parler. Jusqu'où ça peut monter, je n'en sais rien. Enfin, moi, je n'ai pas le sentiment quand même, tous ces gens-là veulent être réélus députés. Quand même, il y a des élections législatives qui maintenant se profilent dans 3 ans très exactement. Je pense qu'il y aura des discussions, comme il y en a eu sur les retraites. Est-ce qu'ils sont capables de menacer de vote? De toute façon, tous ceux dont vous avez parlé, pour les raisons qu'on a dit, ça va pas passer à l'Assemblée. Donc, la question, finalement, ne se pose pas tant que ça. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de choses. Le président a dit on veut le plus possible passer par les décrets, les circulaires. Par les décrets, parce qu'on n'a qu'une majorité relative, et puis c'est aussi le dernier kilomètre. Ça va plus vite. Quand vous n'avez pas 52 lectures à l'Assemblée nationale, ça va plus vite. Donc, oui, du ronchonnage dans la majorité, évidemment. À mesure que des écuries présidentielles vont se former, évidemment. Est-ce que ça ira jusqu'à une fronde à l'Assemblée pour les fois où il y aura des votes?
J'en suis pas persuadé. Alors, ça se prépare dans les écuries, vous le disiez. Ouais. Au passage, l'ex-premier ministre, Édouard Philippe, dans une interview à l'Opinion, votre journal, François Xavier, a regretté que la France, je cite, ne réforme pas grand-chose et s'inquiète de l'état de nos finances publiques. Il appelle à considérer la dette, qui, je le rappelle, est passée de 2200 milliards en 2017 à 3000 milliards cette année, la dette comme une obsession politique. François Xavier, racontez-nous un peu les dessous de cette interview. Pourquoi est-ce qu'il sonne la charge comme ça contre le gouvernement? C'est quand même assez violent, non? Oui, mais Édouard Philippe, il a bien vu ce qui s'était passé en janvier avec la nomination de Gabriel Attal à Matignon, et que c'était le moment de poser un jalon. Il faut voir aussi, dans cette période-là, cette interview d'Édouard Philippe, elle n'arrive pas à n'importe quel moment. François Bayrou a fait part de sa mauvaise humeur lors du dernier remaniement. Il a fait une grande interview dans le Point pour lui aussi poser des jalons. Gérald Darmanin s'expose dans Paris Match, en famille, où il parle lui aussi de la France, éventuellement de ses ambitions. Dans les présidentiables qui peuvent rentrer en course en 2027, c'était le moment ou jamais de poser un jalon, de se rappeler au regard des Français en disant je suis là, voilà ma ligne, moi je suis sur tel créneau. Édouard Philippe, effectivement, donc, maîtrise des dépenses publiques, quelque chose d'assez traditionnel, d'assez classique à droite, mais ça fait du bien de l'entendre, de le rappeler en tout cas. Et surtout que c'est l'occasion pour lui de donner un gros coup de griffe au président de la République en estimant, enfin Édouard Philippe, il estime clairement que les réformes sont à l'arrêt, que le quinquennat, c'est à peine s'il ne dit pas que le quinquennat est terminé. On voit effectivement, on parlait de la majorité. La majorité, ça turbule pas trop, c'est surtout dans les présidentiables, les postulant à la succession d'Emmanuel Macron, que là, ça commence à s'agiter. Or, ces présidentiables-là, ceux qui espèrent concourir en 2027, il va bien falloir qu'ils aillent récupérer des troupes, et en partie dans la majorité. Alors Gilles expliquait que l'ADN de la majorité, c'était justement la lutte contre les frondeurs. De Renaissance, en tout cas. De Renaissance, oui. C'était qui s'était construit contre les frondeurs. Je suis d'accord à une nuance près. La lutte contre les frondeurs, c'était surtout Emmanuel Macron. Et ce qui a structuré Renaissance, c'est la force d'attraction à l'époque d'Emmanuel Macron. C'est vrai. Or, aujourd'hui, Emmanuel Macron, sa force d'attraction, elle fait que baisser. Et elle va aller qu'en s'amenuisant, comme il ne peut pas se représenter. Et donc l'ADN de Renaissance qui dit on ne veut pas de frondeurs, petit à petit, tout ça va vraisemblablement disparaître. Et on l'a d'ailleurs vu avec l'affaire de ces deux députés Renaissance qui sont passés chez Horizon. Qui ont quitté le navire pour aller chez Horizon. Donc est-ce que la course des petits chevaux, Arlette, pardon, est lancée au lendemain des européennes, elle va commencer. Et effectivement, bien évidemment, quel que soit le résultat, surtout s'il même s'il y a un bon score de la Macronie. De toute façon, on sera dans une nouvelle séquence. Ça sera moins facile pour les prétendants à la succession si effectivement, quand même, Emmanuel Macron y arrive. Mais tout le monde essaye de se positionner. On voit bien. Chacun joue sa partition, les photos, Paris Match, pas très original. Hein. Oui, Gérald Darmanin, franchement, pas créatif du tout. Bon courage, mon papa. Oui, c'est ça. Donc, franchement, il faudrait qu'un jour, il sorte de l'imitation de Nicolas Sarkozy. Ce serait bien pour lui. Après, je trouve que Édouard Philippe, il est fidèle à ce qu'il avait dit. Déclaration de politique générale 2017. Nous dansons sur un volcan, disait-il, à propos des finances publiques. Donc, il reste fidèle à sa marque de fabrique. Là aussi, c'est du très classique, du jupéiste classique. Oui, absolument. Gérald Darmanin, il nous parle tous les jours et il se montre hyper actif. Enfin, on peut y aller, tous les successeurs. Et puis, François Xavier parlait de François Bayrou. C'est surtout l'autre génération. Nous ne sommes pas des ringards. Nous ne sommes pas trop vieux. C'est l'effet Attal Bardella. Donc, il faut déjà qu'ils vont se montrer très, 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 très vite, très, très en forme, très offensifs. Très pugnace, que même Darmanin a pris un coup de vieux. C'est la vie. Ils ont eu à rattraper, Gilles. Ouais, je crois qu'il y a un effet dans l'interview d'Édouard Philippe dans le journal de François Xavier. Il y a aussi un effet de gérer la distance. Il n'a plus tellement le choix. On avait vu ça avec Nicolas Sarkozy face à Jacques Chirac. C'est quand vous voulez être l'héritier d'une majorité, il faut quand même gérer la distance. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes le même, mais s'il échoue, la distance. Le créneau de celui qui endossera totalement l'héritage d'Emmanuel Macron, on a compris, il est pris par Gabriel Attal. Celui qui essayera, s'il a des ambitions pour 2027, moi j'en doute pas vraiment,
Je pense qu'il en a. Lui, ça sera vraiment la continuité. Qui n'est pas forcément un créneau très porteur après 10 ans de macronisme. Exactement, je suis d'accord. Donc je pense que lui sera obligé, il est à Matignon, je ne sais pas jusqu'à quand, mais il sera obligé de gérer une certaine continuité. Et donc, la continuité dans la rupture ou la rupture dans la continuité. Et je pense qu'Édouard Philippe, lui, a du coup intérêt à se différencier de ce couple Macron. Parce que Jean-Louis Bourlange avait dit, faute de pouvoir se représenter, Gabriel Attal a choisi de se reproduire. En parlant de la nomination Emmanuel Macron a choisi en parlant de très bonne formule. Très bonne formule de voilà. Et donc Édouard Philippe, lui, va, comme Nicolas Sarkozy l'a fait avec Jacques Chirac, va jouer celui qui prend de la distance et qui critique la majorité. Oui, mais pour prendre une image, là on parlait effectivement des stratégies classiques des uns et des autres pour se positionner. Effectivement, Paris Match, c'est un grand classique. Si on était en patinage artistique, on serait à l'épreuve des figures imposées. Voilà, donc il faut faire son Paris Match, il faut faire sa prise de position. Sa prise de distance. Voilà, et les figures libres, elles vont arriver vraisemblablement plus tôt à l'automne. Après les européennes. Voilà. Après les européennes, après ce mur incontournable des Jeux Olympiques qui a obstrué tout l'horizon. Mais à la rentrée, il y aura le paysage politique qui aura été dessiné par le résultat des élections européennes. On saura à peu près le rapport de force dans le paysage politique, qui pèse combien, pourquoi, quelles sont les marges de progression. Et puis, il y a les Jeux Olympiques seront passés, bien, pas bien, ça aurait été réussi, pas réussi, porté au crédit de la France ou pas. Enfin, mais en tout cas, ce sera derrière nous. Et là, ce sera le moment pour les postulants, les prétendants à la succession d'Emmanuel Macron, d'aller dans les figures libres, c'est-à-dire, voilà, donc on connaît les positionnements des uns et des autres, mais de se distinguer maintenant, de pouvoir écrire une partition nouvelle pour se projeter vers 2027. Un match passionnant en perspective. Merci les amis, à tous les trois pour vos infos, explications lumineuses, vos éclairages. Nous savons tout de l'affrontement entre le président et le RN, à la fois sur l'agriculture et l'Ukraine, et la course des petits chevaux qui a démarré en vue de 2027. Bonne soirée, bonne fin de semaine à tous. En attendant, c'était la dernière de cette émission et j'en suis désolé, mais voilà, c'est la vie. J'étais ravi de vous voir m'accompagner pendant tous ces mois. Je vous souhaite une bonne soirée. Je compte sur vous. Je compte sur vous et votre discrétion. Merci Gilles. Tout ce qui est à Radio J reste à Radio J. Tout ceci reste entre nous. Excellente soirée et à très bientôt. Radio J. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous.